Fidarios, en fait, c'est une étude je vais vous présenter ici. Une étude qui a été faite donc, dans le cadre de la Cour cadre 3. On a comme titre évaluation d'impact, des interventions de lutte contre la mobilité et de prévention des incapacités dues à la fidariose lymphatique. Donc, cette étude, je juge nécessaire quand même de présenter à peu près c'est quoi le projet fidariose. La fidariose lymphatique, déjà, c'est une maladie parasitaire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est transmise, c'est pas une addiction, qui est transmise par les moustiques. À peu près de 81 pays qui sont menacés par cette maladie dans le monde. 1 milliard de populations avec 800 milliards à peu près qui sont aussi menacés. Madagascar est parmi les pays, un des pays qui sont les plus endémiques. La dernière cartographie qui a été établie donc, par le programme national de la fidariose lymphatique, d'élimination de la fidariose lymphatique au niveau du ministère de la Santé publique en Madagascar a montré que 198 districts sur les 116 existants en Madagascar sont endémiques à la fidariose. Ce qui veut dire que presque la totalité de la population de Madagascar est menacée par cette maladie. On a donc un taux de prévalence dans certaines zones qui peut aller même jusqu'à 58% de la population qui sera infectée par cette maladie. Le projet, donc, le projet, c'est la prévention des incapacités dues aux séquelles de la fidariose lymphatique et mis en œuvre en partenariat avec le programme national de la d'élimination de la fidariose lymphatique à Madagascar, est basé donc sur une double approche. L'autre, c'est une approche médicale, parce qu'il s'agit tout de même d'un projet de santé. Et puis, la deuxième approche, c'est l'approche communautaire. La raison, c'est la plupart des personnes qui sont infectées par cette maladie, se trouvent dans des mondes ruraux, très éloignés des centres de santé de base. Donc, on s'est appuyé sur la communauté pour réaliser donc, des prises en charge à base communautaire et qui donc, sont appuyées par des éléments de structure sanitaire sur place. Donc, pourquoi l'étude? L'étude a été mise en œuvre parce qu'on voulait savoir. On voulait savoir quel est vraiment l'impact. Je ne sais pas. On va dire ici impact ou effet. Mais je vais d'abord garder le mot impact après parce qu'on verra après si c'est vraiment de l'impact, ce qu'on a pu prouver ou bien c'est de l'effet. À vous de juger après. Que depuis donc 2007, depuis 2010, ce projet a été mis en œuvre. Et ce projet va se terminer justement dans le cadre de la Cour cadre 3, cette fin d'année 2013. Et le titre, c'est vraiment l'objectif de titre, c'est essayer donc d'évaluer l'impact des capacités sur les capacités fonctionnelles, socio-économiques et psychosociales de la technique washing, c'est la technique de base sur le traitement du cas de l'infodème. On va y revenir après, c'est quoi l'infodème, c'est quoi les concepts, mais on va là-dessus pour le moment. Et puis évaluer aussi donc l'impact des actions de sensibilisation sur les perceptions des malades et la participation sociale des communautaires par les malades eux-mêmes. À quoi consiste cette étude? C'est une étude d'une ensemble de population, c'est une cohorte qui ne change pas pendant une durée de 24 mois. C'est une étude prospective, à visée exploratoire, dans 3 districts. On intervient sur 6-7 districts, mais l'étude a été faite seulement sur 3 districts, parce que c'est sur des contextes économiques, budgétaires, contextes d'accessibilité géographique, qu'on n'a pas pu mener l'étude sur tout l'ensemble des interventions. Donc on a choisi seulement les
3 districts. 89 villages ont été donc concernés par cette étude qui a duré 24 mois. Le nombre d'échantillons est de 274 personnes qui ont été enquêtées. Cas de lymphodème 82, cas de hydrocèle 192. Lymphodème c'est quoi? Lymphodème c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est communément appelé éléphantiasis. C'est l'enflement, l'œdème des membres, des jambes, ou bien des bras, ou bien des seins, ou bien même de la bouche de la personne. Et l'hydrocèle, c'est une accumulation d'eau, ça n'affecte que les hommes, une accumulation d'eau qui se trouve au niveau de la bourse. Ça peut atteindre une proportion énorme. J'ai des photos après si vous voulez, mais c'est pas très joli. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure on a parlé d'outils. Mais l'outil qu'on a utilisé, c'est l'outil Oudas. World Health Organization Disability Assessment Schedule. C'est l'outil d'évaluation qui a été donc élaboré par l'OMS, et c'est la version 2 qu'on utilise là. Donc c'est la dernière version, qui comporte quand même pas mal de questions, mais qui a été quand même adaptée. Et ce qui était très étonnant, ce qui m'a ravi un peu, c'est que cet outil a eu une similarité avec l'outil qui a été présenté ce matin dans l'atelier qui était avec l'infection CICAP. Donc ça facilite les choses. C'est quoi la méthodologie? C'est vraiment avoir une situation de base. Au début de cette intervention, on a fait donc une première enquête et une deuxième enquête au milieu de l'intervention, et à la fin de l'intervention, une troisième enquête pour voir effectivement l'évolution de cette population sur leur état de santé et sur leur perception aussi. Donc c'est une comparaison avant et après. Voilà en quelque sorte ce qui est de la méthodologie. Mais maintenant, on va voir quelques résultats de l'étude. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de croisements de données qui ont été faits, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais on va simplement prendre les résultats très, très saillants. Mais tous les résultats qu'on va montrer ici, donc, ce sont des résultats qui sont significatifs. Ça veut dire que traiter statistiquement avec l'utilisation du p-value, donc la comparaison de l'état initial et l'état après 24 mois de mise en œuvre. Voilà, ce que vous voyez donc beaucoup plus foncé, c'est l'état initial. Et ce qui est beaucoup plus clair, c'est l'état après 24 mois d'intervention. La question ici, par exemple, c'est que voilà, comment évaluez-vous votre état de santé général durant les 30 derniers jours? C'est le principe de Oudas, c'est parce que les personnes qui sont enquêtées doivent avoir une référence. Et c'est les 30 derniers jours qui est le plus facile pour les personnes enquêtées pour se souvenir. Si au début de l'enquête, 2,7% seulement des personnes enquêtées ont trouvé que leur état de santé était très bon, après 24 mois de mise en œuvre, on voit qu'il y a quand même plus de 10% qui ont amélioré, qui ont dit que leur état de santé est très bon. Et quand on regarde ici, au début, il y avait 4,1% qui sentaient donc leur état de santé très mauvais, et après, à la fin de l'intervention, il n'y a plus de personnes qui se sentaient en très mauvais état de santé. Et voilà la différence entre ce qui est bon, ce qui est moyen. Ça, c'est le cas du lymphodème, mais le résultat sur les cas d'hydrocèle,
Le cas de Bruxelles, c'est un peu plus similaire, donc on n'a pas montré ici, parce que voilà. Et, dans les cadres d'une intervention de ce type, surtout sur la filière réservatique, l'intervention sur l'hydrocèle se fait une seule fois. Ce qui veut dire la prise en charge concerne la chirurgie de l'hydrocèle. Une fois la personne opérée, il n'y a plus d'intervention à faire sur cette personne. Par contre, sur la lymphodème, parce que c'est une maladie qui n'est pas guérissable, mais qui peut être atténuée, alors l'intervention se fait toute la vie, par la personne, accompagnée par la communauté. Et dans ce type d'intervention aussi, cet indicateur peut, à lui tout seul, mesurer donc l'efficacité d'un projet sur la fibrose hépatique. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas le fait d'avoir des grosses jambes, ou des gros bras, ou des gros seins, qui fait la personne handicapée ou invalide, mais c'est l'existence des crises aiguës qui frappent, qui touchent ces gens-là quand ils sont malades. Et donc le principe, c'est former, accompagner, aider les communautaires qui sont recrutés au niveau des villages à apprendre aux gens malades à faire avec ce qu'on appelle le modèle management pour qu'ils ne sont plus frappés par ce qu'on appelle crise aiguë ou épisode aigu. Le résultat qu'on a là, c'est au départ. 46% des personnes enquêtées ont dit qu'ils sont frappés par une épisode aiguë. À la fin de l'intervention, seulement 17,8% qui sont frappés par cet épisode aigu. Et ce qui est très intéressant, c'est que parallèlement à cela, le projet possède un autre outil, c'est notre base de données, parce que les informations concernant l'évolution de l'état de santé de la personne accompagnée et des personnes accompagnées sont collectées systématiquement, mensuellement et enregistrées dans une base de données sous Access. Et ça, c'est l'évolution des crises aiguës qui frappent les personnes qui sont touchées. M, c'est le mois de prise en charge. M0, c'est au début de la prise en charge. Et M50, c'est 50 mois de prise en charge. Ce qu'on observe bien, c'est qu'au départ, avant d'avoir la prise en charge, presque 45% des personnes prises en charge, suivies, ça a été frappé par des crises aiguës. Déjà, à partir de M6 mois, ce nombre de crises aiguës diminue jusqu'à 12% et pas même jusqu'à 5% au fil du temps. Là aussi, c'est la perception de la personne sur comment il perçoit donc sa qualité de vie, avec sa vie quotidienne. Voilà, c'est. La question d'amélioration de la qualité de vie en lien avec l'AFODEM au cours de ces derniers mois. 34% au départ ont constaté que leur vie s'est pas améliorée. Par contre, au troisième passage, on constate que 58,9% ont amélioré leurs conditions de vie. On a d'autres résultats significatifs qui est là. Diminution de la douleur des patients d'Infodem, amélioration des capacités fonctionnelles à rester debout, marcher une longue distance pour les deux types de séquelles, amélioration des capacités fonctionnelles sur la vie, activité ménagère pour les patients atteints de l'Infodem, amélioration des capacités à faire son travail, activité scolaire pour deux types de séquelles. Il y a aussi donc tout ce qui est perception de la personne à la participation sociale. Effectivement, cette question, ce sont des questions qui se trouvaient dans le questionnaire
l'outil qui était présenté ce matin. C'est l'amélioration. La plupart des personnes enquêtées ont perçu que leur relation avec leurs proches s'est améliorée, même l'activité sexuelle. Leur activité sexuelle s'est améliorée aussi. Surtout pour les patients atteints d'hydrocèle, parce qu'ils ont quand même pu. Donc, bon, je sais pas si ok. La plupart des personnes accompagnées n'ont plus donc une solution de honte, parce qu'imaginez-vous, une femme avec une grosse chambre ou un homme avec une grosse bourse, c'est quand même honteux. Et il y a aussi une stigmatisation auprès de la population qui fait fuir ces gens-là, mais tout au long de la prise en charge, tout au long du projet, cette sensation de honte a quand même baissé significativement. Et puis donc, il y a aussi donc l'amélioration de la perception par la famille pour les patients atteints d'hydrocèle et lymphodème. Voilà, il y a beaucoup de résultats, mais c'est pas encore publiable. Du fait que même le rapport de cette étude n'a pas encore été écrit, seulement donc les résultats bruts sont disponibles. Par contre, je peux vous partager le protocole qui a été utilisé pour la réalisation de ces études, que j'ai mis sur la table derrière vous. Il y a des éléments qui ont facilité donc la mise en œuvre de cette étude. La première chose qui est très, très importante pour nous, c'est la préparation participative de ces études. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement Handicap International qui a préparé la mise en œuvre, mais en concert avec le programme national, ça veut dire le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, Direction générale de la Santé publique, et il y avait le référent technique, notre référent technique qui est venu pour appuyer le programme, et aussi le membre de la Chine nationale. Ce protocole a reçu donc la validation du comité d'éthique au niveau des pays, au niveau du ministère de la Santé. Et l'existence déjà de cet outil, Audace, est quand même quelque chose qui a permis donc d'avancer et de faire. Donc on n'a plus donc inventé d'autres outils pour réaliser les enquêtes, mais seulement quelques adaptations. Par exemple, il y avait des questions dans cette Audace qui disaient combien de difficultés avez-vous pour traverser la rue? C'est seulement impossible à poser là-bas parce que là-bas où les gens habitent, il n'y avait même pas de route, même pas de rue. Du coup, on a enlevé cette question. Quelques questions comme ça, par exemple, combien de difficultés avez-vous pour vous déplacer dans la maison, dans votre maison? Déjà, les gens, quand ils se lèvent, ils sont déjà dehors. Donc, du coup, ce sont des questions qui ont été enlevées. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que les questionnaires qui sont, même si c'est des questionnaires standards, devront être quand même adaptés sur le contexte du pays. Et puis, la préparation méthodologique a été, pour nous qualifions cette préparation assez bonne. Parce qu'il y avait donc tout ce qui est les enquêteurs formés. Et en plus, c'est pas seulement formés, mais ce sont des enquêteurs, donc les utilisés sont les responsables de santé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un truc très thématique. Il s'agit de la santé. Et dans les questionnaires, il y a des questions qui relèvent donc le diagnostic médical qui nécessite donc une compétence spécifique. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est responsable d'un structure sanitaire pour pouvoir administrer le questionnaire. Et là, pour mesurer la taille de la bourse de la personne, c'est pas possible à faire par un simple enquêteur, mais il faut que ça respecte l'éthique. Et
de la santé est très exigeant là-dessus. C'est que c'est pas tout le monde qui peut poser des questions sur la santé de la personne. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui est professionnel de la santé qui pose cette question. Et donc, on a travaillé vraiment en étroitement avec les responsables des structures sanitaires. Et puis, ce qui est assez bien aussi dans cette étude, c'est l'existence d'un traitement statistique des données collectées, avec des vérifications de la significativité des croissances de données, des résultats. Et puis, les agents communautaires sur place, dans les villages, nous ont quand même beaucoup aidé, parce que les malades qui bougeaient beaucoup, il a fallu donc les mobiliser, les préparer, pour qu'ils acceptent à participer à l'enquête, et ils ont joué un rôle très très important. Il y a quand même quelques obstacles. Je n'ai pas dit beaucoup, beaucoup. L'étude ne représente pas vraiment une PSL à l'échelle de projet. Je veux dire à l'échelle du projet, mais pas à l'échelle de l'échantillon. Parce que l'échelle de projet, le projet était en mise en œuvre déjà depuis 1 an, qu'on a commencé depuis. Et on était obligé donc il y avait donc des gens qui ont été plus en charge. Et on était obligé de bien identifier les personnes qui vont entrer dans l'échantillon selon des critères d'inclusion et selon des critères d'exclusion. C'était dans les professionnels, je pense. Et il y a aussi donc un nombre de pertes de vue qui est quand même assez énorme. Le protocole prévoit donc une perte de vue de 3%, 5%, 13%. Le protocole prévoit donc pour des pertes de vue de 13%, mais là on est allé jusqu'à 15%, parce qu'il y a des gens qui ont été décédés, il y a des gens qui ont changé de domicile, et des gens qui ont refusé carrément de continuer l'enquête. Le nombre de malades lymphodèmes entre dans le critère d'inclusion, ça veut dire inférieur à 4 mois de prise en charge, était très difficile à trouver. Parce que la prise en charge a déjà commencé, et le nombre de personnes lymphodèmes, il n'y en avait pas assez. Donc c'est presque toutes les personnes qui ont été identifiées, qui ont été mises dans cet échantillon. On a aussi donc, on a aussi des grandes difficultés sur l'accessibilité géographique. Il y a des malades qui habitent, parce qu'on a fait donc un échantillonnage aléatoire, et du coup les patients, il se peut qu'ils se trouvent, un patient qui se trouve très très loin, il se peut qu'il se trouve à 4 heures de marche, avec des montées, et qui donc m'ont obligé donc, les enquêteurs à faire beaucoup de trajets. Et ça a mobilisé aussi donc l'équipe d'Achille qui fait la supervision de l'enquête. Du coup, c'est une mobilisation en ressources humaines très importante. Et les malades qui sont très mobiles, aujourd'hui ils se trouvent dans cet endroit, demain ils se déplacent là-bas, même si leur rendez-vous a été déjà fait, ils sont partis quand même aller à leur activité quotidienne. Et les enquêteurs étaient obligés d'aller les chercher dans la forêt ou dans la rivière, là où ils sont. Et le plus important pour nous, c'est la mobilisation en temps considérable de l'équipe opérationnelle dans la supervision d'enquête et l'analyse de données, parce que c'est à cause du budget. En sachant que ce projet, cette étude nous a coûté au projet donc 14 000 euros. C'est vraiment minime, parce qu'on n'a pas compté cette mobilisation et de l'équipe opérationnelle sur la supervision et l'analyse des données. C'est seulement le traitement statistique et les enquêtes qui ont été confiées à des personnes externes, mais l'analyse a été tout de même faite par nous. Du coup, ça
donc diminué le budget, mais ça a mobilisé beaucoup plus de ressources humaines au sein de l'équipe. Donc, comment reproduire? La recommandation, c'est plutôt donc ne pas faire des études isolées, surtout dans le cas de ce type d'intervention. Il faut impliquer les partenaires dans la préparation et dans la mise en œuvre même. Et même dans le développement des outils autant que possible. Et puis allouer un budget assez conséquent pour la réalisation d'une étude similaire. La préparation et la réalisation de protocoles d'études par le comité d'éthique est cruciale. C'est très important pour nous. Parce que si à un moment donné on projette de publier plein de publications, ça ne va pas être cautionné par le ministère de tutelle. Du coup, c'est dangereux. Et idéalement, confier à un bureau d'études fiable les études de cette envergure, parce qu'il y a quand même 274 personnes à suivre. Et l'intérêt, c'est pour optimiser donc la qualité de la collecte de données, la supervision, le traitement statistique et l'analyse des résultats. Ça fait gagner beaucoup plus de temps. L'année prochaine, si on va être intégré dans l'accord cadre 4, il y aura donc une étude qui va être menée. Et là, on va partir sur 9 mois d'études. Les 9 mois, c'est déjà pour la mise en place d'une baseline. C'est vraiment d'une baseline, effectuer des cartographies, effectuer donc tout ce qui est. Essayer de collecter pour des prévalences et réaliser donc le premier passage de l'enquête avant toute intervention. Donc cette phase est prévue pendant 9 mois avec une échantillon beaucoup plus grand, ce qui avoisine donc les 1800 à 1000 patients. Je ne sais pas si c'est réalisable ou pas, mais méthodologiquement c'est faisable. Mais quand on parle de financement, le budget qui est prévu était de 25 000 €. Mais quand on veut vraiment, si on veut vraiment une étude de qualité, il faut compter dans les 50 000 € minimum. Parce que c'est une zone géographique très très vaste, avec des conditions d'accessibilité très difficiles. Du coup, confier ces types d'études à un bureau d'études est beaucoup plus intéressant, parce que ça permet d'avoir des résultats et d'analyses de qualité en utilisant donc des nouvelles technologies pour les enquêtes. Parce que, voilà, on parle ici de tablette avec la transmission internet, parce qu'on avait un contact avec une fondation d'une société opératrice téléphonique, mais ils n'ont pas encore donné suite jusqu'à maintenant. Ils nous ont proposé de faire la proposition, ils nous ont demandé de faire une proposition, mais ils n'ont pas donné suite. J'espère qu'ils vont répondre positivement d'ici quelques temps. Je pense que c'est tout.